Donc ma deuxième présentation, qui était prévue initialement, j'avais prévu uniquement celle-ci, s'est focalisée sur les référentiels et sur à la fois la construction et puis l'utilisation. Mais vous allez voir, c'est dans la logique de ce que je viens de dire, bien sûr. Alors, pour positionner le propos, je dirais que le référentiel de compétences, c'est implique nécessairement la notion de référentiel. Donc, qu'est-ce que c'est, pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel, et quels sont les différents types de référentiels qui existent ou qu'on peut imaginer. Mais ça pose également la question de la notion de compétence et qu'est-ce qu'on met derrière et comment on modélise les processus en jeu. Et le modèle que je propose de la compétence, c'est, me semble-t-il, ce qui permet d'élaborer un référentiel de compétences, et ce référentiel de compétences, bien sûr, en vue de différents types d'utilisation, et c'est ce que je vais essayer de dérouler dans la suite de l'exposé. Alors, toujours sur les questions de vocabulaire, bien sûr, un référentiel, par définition, c'est un outil qui est au service d'une activité professionnelle ou de formation, c'est-à-dire qui va servir de référence, hein, et qui va servir de référence parce que cette référence-là, elle est relativement consensuelle chez un certain nombre de personnes qui valident en quelque sorte le référentiel. Mais, me semble-t-il, il y a deux façons d'aborder le référentiel. C'est une façon statique, et la plupart du temps, c'est ce qui est fait, hein. On a affaire à une norme qui est relativement stable et souvent produite par la hiérarchie. Et puis, me semble-t-il, on a une autre façon de concevoir les référentiels, et c'est plutôt de ce côté-là que je me situe, qui est une conception dynamique des référentiels de compétences, c'est-à-dire des référentiels qui sont plutôt une norme évolutive et co-construite par les personnes concernées. Et ça me paraît extrêmement important de considérer qu'il peut exister des référentiels qui ne sont pas gravés dans le marbre une fois pour toutes, mais qui sont des référentiels qui évoluent au fur et à mesure parce qu'ils représentent en quelque sorte la capitalisation des expériences humaines qu'on peut faire dans tel ou tel domaine. Et donc, si on pose les choses de cette manière-là, eh bien, on va pouvoir ensuite décliner différents types de référentiels. Alors, là aussi, hein, ces différents types de référentiels mériteraient certainement beaucoup de commentaires, parce que il y en a qui sont relativement proches les uns des autres et qui mériteraient qu'on fasse tout un tas de nuances pour bien les distinguer. En tout cas, ces référentiels-là existent, et ils existent malheureusement avec toute la richesse du vocabulaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on est souvent dans beaucoup de flou autour de ces questions-là, et il me semble qu'il faut essayer de mettre un peu d'ordre, et je vais essayer de montrer comment l'ordre qui est mis n'est pas nécessairement l'ordre qu'il faudrait mettre pour y voir plus clair. Alors j'ai pris ici l'exemple de trois compétences qui sont tirées du référentiel des compétences communes aux professeurs et au personnel de l'éducation, tirées du bulletin officiel de l'éducation nationale, et qui regroupent des compétences en termes de blocs de compétences, je pense, et qui concernent la question de l'évaluation des professeurs stagiaires. Alors voilà, on définit le bloc de compétences en disant compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels de son environnement professionnel en lien avec les responsabilités attachées à cette fonction, à sa fonction. Et on décline trois compétences importantes, la compétence 1, la compétence 2 et la compétence 6 du référentiel. Et lorsqu'on passe à l'opérationnalisation, donc jusqu'ici,
Alors, qu'on s'entende bien, jusqu'ici, les 3 compétences qui sont là, on est bien d'accord, ces 3 compétences-là, elles sont dites appartenir à un référentiel de compétences, mais je pense que ça concerne essentiellement un référentiel métier, dans le sens où on dit ce qu'il y a à faire. Il faut partager les valeurs de la République, c'est ce qu'il y a à faire. Et lorsqu'on décline ça, ensuite, eh bien, on trouve par exemple la fiche numéro 11 qui est proposée toujours dans le bulletin officiel comme exemple, et on voit comment est-ce qu'on évalue cette compétence-là. Alors on voit que ces 3 compétences regroupées vont donner lieu à 5 critères d'évaluation. Ces 5 critères d'évaluation sont formulés comme des compétences, et ces compétences-là, on va les évaluer en suffisamment acquises ou insuffisamment acquises, c'est-à-dire de la façon la plus frustre qu'on puisse imaginer, puisqu'on est sur une évaluation binaire, compétent-non compétent, mais ça ne dit strictement rien de ce qu'est quelqu'un de compétent ou ce qu'est quelqu'un d'incompétent, et surtout comment on peut faire pour faire passer quelqu'un qui est incompétent à une compétence suffisamment pertinente pour être reconnu dans le métier. Alors voilà le type d'opérationnalisation qui effectivement pose problème d'un point de vue théorique, mais qui pose problème également d'un point de vue pratique, parce que les gens qui sont amenés à utiliser ces grilles-là, ils sont souvent très embêtés, et ils font ça un peu comme ils faisaient avant, c'est-à-dire qu'ils disent bah, moi je lui mets 12, c'est bon, ça passe, quoi. Ou je lui mets 8, c'est pas possible, ça passe pas. Mais ça ne représente pas vraiment ce qu'on doit faire en termes d'évaluation de compétences. Alors, qu'est-ce qu'une compétence? Je vais essayer de reprendre ce que je disais tout à l'heure en le détaillant un petit peu. Donc, j'ai repris les définitions que je vous ai montrées tout à l'heure, je n'y reviens pas. Si ce n'est pour dire qu'effectivement, il y a aussi une représentation de la compétence qui me paraît assez familière, mais qui me paraît poser d'énormes problèmes, c'est de considérer que la compétence est simplement une actualisation de savoir en situation. Et cette notion-là, elle est souvent présente dans les définitions. Bon, je vous ai remis la définition que je vous ai commentée tout à l'heure, je n'insiste pas là-dessus. Mais par contre, je vais essayer d'insister un petit peu sur les schémas que j'ai présentés tout à l'heure, qui étaient tout petits et qui sont plus lisibles ici. Alors, donc, la compétence est bien une organisation de l'activité pour une classe de situation pertinente pour le sujet, hein, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'on peut décrire en termes de schème, et schème qui est instrumenté par des artefacts, c'est-à-dire des outils matériels ou symboliques qui sont utilisés pour médiatiser l'activité. Et cette activité est régulée, donc elle est à la fois un potentiel et une activité située, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais essayer de donner un exemple de compétence pour essayer de montrer comment ça fonctionne. Alors par exemple, traverser la rue, c'est-à-dire traverser la rue, c'est-à-dire produire un type de déplacement par rapport à un ensemble de situations qui constituent une expérience personnelle. Donc traverser la rue, on sait le faire dans différentes situations, etc. Et on a une expérience de ça plus ou moins large. Si on le traduit sous la forme de... si on traduit ça par rapport au schéma de la compétence que je propose, la relation à la tâche, c'est bien produire le déplacement par rapport à la rue qu'il y a à traverser. La relation à autrui, c'est tenir compte des déplacements, des conducteurs de véhicules, des piétons qui sont là sur mon chemin, etc. Donc, la référence à autrui. Et puis la référence à soi, c'est tenir compte de ses possibilités. Je peux courir, je ne peux pas courir, je suis pressé ou je ne suis pas pressé, etc. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments qui sont le rapport à soi. L'activité mobilisée, c'est produire un ensemble d'actions dans un certain ordre pour effectivement obtenir le résultat. Je suis sur le trottoir d'en face après avoir traversé la rue.
Je tiens compte d'artefacts qui sont à ma disposition pour le faire, notamment les indications qui me sont données par les feux tricolores, mais il y a certainement plein d'autres artefacts que je pourrais imaginer, qu'on pourrait imaginer par rapport à cette activité de traverser la rue. Cette activité, on voit qu'elle se définit exactement comme la prescription, comme la tâche. C'est-à-dire que traverser la rue en tant qu'activité et traverser la rue en tant que tâche, ça s'exprime de la même façon. Et c'est probablement parce que ça s'exprime de la même façon qu'on confond facilement l'un avec l'autre. Mais la tâche, traverser la rue, c'est ce qui m'est assigné ou que je m'assigne. Et l'activité traverser la rue, c'est bien l'organisation de tout ce que j'ai à mettre en place pour réaliser le résultat que je vise, c'est-à-dire me retrouver sur le trottoir d'en face. Évidemment, la situation est importante parce que selon que je suis en France ou en Angleterre, par exemple, eh bien, l'activité n'est pas tout à fait organisée de la même façon. Je ne dois pas commencer par regarder à droite ou à gauche de la même façon. Donc, on a des adaptations à produire. La largeur de la rue est évidemment un élément important à prendre en compte. Et puis cette activité est régulée parce qu'il faut que j'évite les autres piétons qui traversent en même temps que moi ou qui traversent en sens inverse. Il faut que je me dépêche, il faut que je vérifie les feux. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui me conduisent à adapter mon activité. Donc on voit bien comment cette organisation de l'activité met en jeu énormément de choses dont il faut tenir compte. Lorsqu'on détaille ce schéma général pour passer aux compétences, aux composantes de la compétence qui sont sous-jacentes, eh bien, on peut dire qu'on a affaire à des anticipations, à des règles d'action, à des inférences et à des invariants opératoires. Donc, je rappelle que pour Vergniaud, les invariants opératoires, alors là aussi, je fais cette petite parenthèse, on me dit souvent, mais oui, mais alors c'est un vocabulaire compliqué, est-ce que vous n'aurez pas dû me dire autrement? Alors moi, j'ai préféré garder le terme qu'a utilisé Gérard Vergniaud, par fidélité à sa pensée, et je pense qu'effectivement, on peut le dire autrement en disant que ce sont des conceptualisations, et des conceptualisations de deux ordres. Celle qui consiste à tenir pour vrai un certain nombre de choses par rapport à l'activité qu'on mobilise, et puis tenir pour pertinente un certain nombre d'autres choses, et c'est ce que Gérard Vergniaud appelle théorème en acte, ce que l'on tient pour vrai, et concept en acte, ce que l'on tient pour pertinent au regard de l'activité dans laquelle on est engagé. Puisque quand on est engagé dans une activité, tout ce qui nous entoure dans la situation, dans la tâche à réaliser, n'est pas pertinent à prendre en compte, bien sûr. Alors, cette activité mobilisée est régulée de trois façons. On peut réguler son activité en bouclant sur les règles d'action, c'est-à-dire que je peux réorganiser les différentes actions produites pour réaliser l'activité différemment. Et en général, j'ai plusieurs types de règles d'action possibles pour une même activité. Donc on pourrait dire que les règles d'action sont vicariantes dans le sens où on peut utiliser soit telle organisation de l'activité, soit telle autre organisation pour produire le même résultat, mais évidemment en tenant compte des circonstances dans lesquelles on se trouve. Deuxième type de régulation, c'est la régulation qui consiste à changer les invariants opératoires ou des invariants opératoires parmi ceux que j'ai mobilisés, c'est-à-dire tenir pour vrai des choses que je ne tenais pas pour vrai, tenir pour pertinentes des choses que je ne tenais pas pour pertinentes, etc. Et puis changer de schème, c'est m'y prendre différemment. Alors si je reprends... Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup insisté sur l'aspect adaptation en situation, mais mobiliser une compétence, c'est s'adapter, c'est adapter son activité de trois façons distinctes et qu'il me paraît important de repérer. La première façon d'adapter son activité, c'est ce qui se passe au niveau des inférences, c'est-à-dire je choisis les règles d'action que je vais mobiliser en fonction des circonstances que j'ai repérées, notamment à travers ce que je tiens pour vrai, ce que je tiens pour pertinent, c'est-à-dire à travers les conceptualisations que j'ai mobilisées.
Et ça me permet, ces inférences, de choisir ces règles d'action qui peuvent être de tel ou tel type. Deuxième niveau d'adaptation, c'est l'adaptation aux propriétés des artefacts que j'utilise. Et là, les concepts qui ont été développés notamment par Pierre Rabordel en termes d'instrumentalisation et d'instrumentation me paraissent essentiels à prendre en compte pour rendre compte de cette dimension adaptative liée à l'utilisation d'artefacts. Et puis bien sûr, la troisième forme d'adaptation, ce sont les régulations de l'activité à partir des résultats qui ont été obtenus. Bien sûr, c'est pas nécessairement en fin de course, c'est pas nécessairement quand l'activité est complètement réalisée, mais il faut bien concevoir ce modèle-là comme étant un modèle qui est circulaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on progresse dans le développement de l'activité, il peut y avoir des régulations qui se mettent en place et qui modifient sensiblement la manière de s'y prendre. Alors, si je prends l'exemple d'une activité productive traverser la rue, eh bien, on voit que les résultats obtenus, que les artefacts, ce sont par exemple le passage protégé ou par exemple les feux tricolores. On voit que les anticipations, c'est arriver sur le trottoir d'en face. On voit que les règles d'action, c'est attendre le feu, marcher en évitant les piétons, vérifier l'état du feu, etc. On voit bien que les inférences consistent à dire « comme je sais que », comme la norme est, comme je crois que, comme je vois que, alors je vais traverser la rue en faisant ceci ou cela. Et quant aux invariants opératoires, on voit bien que je sais que, je crois que, j'attache beaucoup de valeurs à. Pour traverser la rue, il faut tenir compte d'eux. Donc on voit bien que là, on a tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte pour cette simple activité, traverser la rue. Les résultats, je suis presque arrivé, mais les piétons font obstacle et le feu est passé au rouge, donc il faut que je régule mon activité, et si je dois réguler mon activité, je peux par exemple accélérer en contournant les piétons, mais je peux aussi rompre mon contrat moral et m'autoriser à bousculer des piétons, ou je peux tout simplement dire je rebrousse ce chemin puis je vais passer ailleurs sur la passerelle qui est un peu plus loin, ça sera plus simple. Voilà, donc changer de schéma. Voilà, donc ça c'était simplement pour illustrer un petit peu le modèle et pour vous permettre de voir que dans une activité simple qu'on pratique tous les jours, on mobilise des choses qui sont extrêmement complexes. Alors là aussi, ça me permet de faire une remarque, c'est que on a l'habitude de considérer que il faudrait rendre les choses simples pour parler de compétences, mais les compétences c'est complexe et il faut accepter d'une certaine manière une certaine complexité à condition de mettre de l'ordre. Et c'est évidemment ce que je propose, mettre de l'ordre pour gérer cette complexité. Et évidemment, on a les trois types d'adaptation que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne l'élaboration de référentiels de compétences, une première étape, me semble-t-il, c'est de construire ce qu'on peut appeler un référentiel de compétences ou un référentiel métier qui consiste à repérer ce que sont les compétences très très générales qui sont en jeu dans un métier donné ou dans une mission donnée ou dans une opération particulière qu'il faut réaliser, etc. Mais par contre, ce qu'il faut, me semble-t-il, faire, c'est ne pas oublier de tenter de les décliner sur les trois niveaux, rapport à la tâche, rapport à autrui et rapport à soi. Donc on peut décliner deux compétences générales, par exemple ici, en autant de sous-compétences qui sont portées dans le tableau, mais en distinguant bien les trois types de rapports. Une fois qu'on a fait ça, on a quelque chose qui permet de rendre compte de façon globale d'un métier. Alors, à mon avis, on n'a pas décollé du référentiel métier hein, quand on a fait ça. Alors c'est le référentiel de compétences, référentiel métier, comme on veut, mais pour autant, ça exprime essentiellement le référentiel métier. Si je prends l'exemple de l'aide au développement des compétences pour rendre compte de ça, je peux dire par exemple que
aider à la construction de compétences chez les étudiants, c'est-à-dire essayer de rendre compte des compétences de l'enseignant, ben on peut décliner ce référentiel métier de cette manière-là. Bon, je ne sais pas si ce qui est écrit dans les cases, si c'est lisible pour vous. Voilà, donc c'est une façon de décrire. Évidemment, c'est pas la bonne façon de décrire les choses. Moi, ce qui me paraît important quand je présente ça, c'est de dire, vous voyez, il est possible, effectivement, de remplir ces cases, peut-être pas toutes d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être certaines cases qu'il est difficile de remplir, mais au fur et à mesure qu'on capitalisera de cette manière-là, on aura certainement des idées pour remplir ces cases-là, et parce qu'on en aura rempli une, ça nous donnera une idée pour remplir une autre, et ainsi de suite, et donc on est bien dans un référentiel qui est évolutif, et qui permet de capitaliser. En tout cas, ce sur quoi j'insiste ici, c'est de dire, en fait, l'activité d'enseignement, si on la réduit de cette manière-là, ça donne quand même des idées, parce que ça permet de dire, en fait, l'essentiel du métier, c'est bien de prélever de l'information sur les compétences des étudiants et agir en fonction de ce qu'on sait de ces compétences-là. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une vision de ce que sont les compétences des étudiants et des composantes qui les caractérisent. Deuxième exemple, cette fois, j'ai pris l'exemple de instrumentaliser les ressources documentaires et instrumenter ces schèmes, c'est sous forme de petit clin d'œil pour les urfistes. Et je me dis qu'on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire essayer de réduire les compétences qui sont classiquement décrites dans les référentiels qui ont été élaborés, à collecter, sélectionner, organiser, publier, et rapport à la tâche, rapport à autrui, rapport à soi, et qu'il y a probablement des choses intéressantes à fouiller de ce côté-là. Je n'en dis pas plus, c'est une idée que je lance. Alors, maintenant, il faut passer effectivement à la description des compétences. Et passer à la description des compétences, c'est évidemment tenir compte des différents éléments que j'ai évoqués tout à l'heure dans le modèle, et cette fois, essayer de décrire les théorèmes en acte, les concepts en acte, qui concernent chacune des colonnes, et sur chacune des lignes, on a les différents éléments qu'il faut renseigner. Alors là, on voit qu'on commence à entrer dans la complexité et qu'il faut accepter. Non pas pour faire des référentiels de compétences de 500 pages, mais pour faire des référentiels de compétences dont on a besoin. Parce que si effectivement, à un moment donné, on a besoin de se focaliser sur une activité particulière, alors ça vaut le coup de détailler les choses de cette manière-là, pour pouvoir, par exemple, concevoir une formation qui se préoccupe des concepts en acte ou des théorèmes en acte, c'est-à-dire pas seulement des connaissances, mais des valeurs, des normes, etc., qui sont en jeu dans le rapport à la tâche, mais aussi dans le rapport à autrui, mais aussi dans le rapport à soi. C'est peut-être aussi essayer de travailler sur les artefacts qu'on a à disposition ou qu'on peut créer pour réaliser telle ou telle tâche, etc. Donc voilà le principe, et on peut l'utiliser, par exemple, pour la compétence, comprendre les compétences mobilisées par les étudiants sur une tâche donnée. Je pense à l'enseignant, on peut effectivement remplir ce tableau-là de cette manière-là. Là aussi, c'est pas une bonne réponse, c'est une façon de faire, et il faut se mettre d'accord pour dire ça vaudrait le coup d'écrire ça pour telle et telle raison. Donc là, ça c'est la deuxième partie du tableau. Et on pourrait faire exactement la même chose pour collecter des ressources documentaires, par exemple. Alors j'en viens à la dernière partie, l'utilisation d'un référentiel de compétences. Cette utilisation de référentiel de compétences, elle me paraît devoir reposer sur ce qui, me semble-t-il, est l'essentiel du moteur de construction des compétences, c'est-à-dire la vie
et les organisations sociales dans lesquelles nous sommes insérés et qui font qu'on est mis en contact avec différentes compétences. Cette façon de voir les choses, ça permet de dire que on a des compétences qui percolent de façon interindividuelle, et cette percolation de compétences interindividuelles, elle peut être explicitée, notamment à travers la confrontation de différentes compétences, et donc le référentiel de compétences, ça peut devenir un outil d'explicitation et d'élaboration d'expériences. À un deuxième niveau, on peut formaliser tout ça de façon consensuelle et déboucher sur des prescriptions ou des évaluations. Et c'est un outil, cette fois, le référentiel de compétences, de capitalisation et de référence à l'expérience commune. À un troisième niveau, on peut former à de nouvelles compétences, notamment au regard de ce qu'on a obtenu au niveau précédent, et le référentiel de compétences devient cette fois un outil d'aide à la construction de compétences, et l'approche par compétences renvoie à cette utilisation-là, où on utilise une formalisation de compétences comme étant un outil pour mettre en place un référentiel de formation et une formation. Et donc on débouche sur un outil de co-construction de compétences organisationnelles en général, de façon générale. Donc c'est le modèle spiralaire de Nonaka que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, avec une percolation d'expérience au départ, un outil d'explicitation et d'élaboration d'expérience, un outil de capitalisation et de référence à l'expérience commune, et un outil d'aide à la construction de compétences. Et j'ai mis ici les processus qui sont décrits en psychologie pour rendre compte des différents types d'apprentissage qui se produisent à chacun des niveaux. Dans la percolation, ce sont essentiellement des apprentissages implicites et par observation qui sont très bien décrits dans la littérature psychologique. Ici, on est sur des apprentissages de type prise de conscience et confrontation socio-cognitive. Là aussi, c'est bien décrit en psychologie. Au troisième niveau, on est sur de l'apprentissage par régulation de l'activité collective et la conceptualisation. Là aussi, le modèle MADEC en particulier permet de rendre compte de ces processus-là. Et enfin, au dernier niveau, apprentissage par l'action et par le tutorat, et le modèle MADIC que j'ai présenté, le modèle triangulaire de tutorat, est là pour rendre compte de ça. Conclusion. Eh bien, je crois que les référentiels de compétences, c'est un outil généralement mal conçu parce que la compétence est mal définie et parce qu'on a une confusion entre tâches et activités. Et c'est un outil généralement mal utilisé aussi à cause de la production hiérarchique normative qui est l'essentiel des référentiels de compétences et une évaluation de type écart à la norme, plutôt qu'une évaluation qualitative en termes de forme de conceptualisation associée aux compétences. Et donc, je propose que MADEC et le modèle spiralaire, MADEC-MADIC et le modèle spiralaire puissent être des modèles qui permettent une conception alternative des référentiels de compétences et un outil de construction de compétences individuelles et collectives dans leur articulation. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, je me permets de poser une question. Est-ce que vous pourriez me citer une non-compétence? Non. Non. Tout le monde est compétent à un certain niveau. Donc, il n'y a pas de tâche qui serait non-compétence ou d'activité qu'on pourrait juger non-compétence. Tout est compétence. Tout est compétence. Tout est compétence à un certain niveau. Alors, par contre, effectivement, on peut dire que par rapport à la manière dont on considère la compétence, on a un niveau d'exigence en termes de niveau de compétence et on dit, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, ça ne va pas. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter n'importe qui pour faire de l'enseignement, par exemple. Voilà. Mais tout le monde est compétent pour enseigner. La preuve, c'est que les parents se débrouillent tout seuls.